Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé ? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie ? Comment a-t-il fait preuve de résilience ? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever ? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode qu'on a mis un petit peu de temps à enregistrer, mais mieux vaut tard que jamais. H, je suis ravie de t'accueillir pour ce témoignage et je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Salut Charlène, merci pour l'accueil, salut tout le monde. Donc moi c'est H, je suis français vivant à Montréal au Québec, donc au Canada depuis maintenant plus de 5 ans. Et pour introduire le sujet d'aujourd'hui, je suis donc un homme transgenre qui a commencé sa transition en 2020. 2020, on est en 2024 quand on enregistre ce podcast, donc ça fera 4 ans du coup ? Ça va faire 4 ans au mois d'août exactement. L'idée s'était mise en place pendant le Covid parce que forcément je pense qu'on s'est tous un petit peu retrouvés face à nous-mêmes et à nos questionnements et autres. Et donc j'avais profité de cette année un petit peu de césure forcée pour commencer mon chemin. Et tu vas pouvoir nous en dire justement un petit peu plus. Et puis les personnes vont peut-être encore une fois se demander pourquoi cette notion du deuil avec ce sujet alors que le deuil est plutôt associé à la mort et au décès d'un proche. Normalement, je pense que auditeurs et auditrices commencent à être habitués à entendre sur ce podcast des sujets auxquels on ne s'attend pas forcément sur ces notions de deuil et de mort parce que j'en parle au sens large et donc au deuil symbolique aussi. Et pour moi, le changement de genre en est un. Est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu à quoi ça fait écho cette notion de deuil dans le changement de genre, sachant que je pense que c'est important de le préciser et tu le valideras ou non que c'est ton témoignage, c'est la manière dont toi tu l'as vécu. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait ou qui feront un changement de genre ou qui sont en train de le faire et qui n'auront peut-être pas le même point de vue que toi. Et c'est tout à fait OK. Chaque point de vue et chaque vécu est unique. Absolument. Et je te remercie d'appuyer sur ce point et effectivement d'apporter de la validité à l'expérience de chacun parce qu'elle est effectivement très unique. Avant qu'on commence par contre le podcast, moi il y a quelque chose que j'aimerais faire et que j'aimerais dire bien sûr, c'est que cette notion de deuil est très importante. J'aimerais par contre mettre sur la table qu'elle peut être, et c'est un sujet qu'on va aborder par la suite, que cette notion peut être assez difficile à entendre pour certaines personnes transgenres parce que dans le grand schéma des choses, le deuil est quelque chose de négatif. Le deuil est quelque chose de triste et quelque chose dont personne ne veut avoir à faire face. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut vite aussi devenir péjoratif dans ce genre d'échange. Parce que quand on entame une transition en fait, et je pense que c'est là toute l'ambivalence et l'importance de la bonne utilisation de ce terme-là. On fait certes le deuil d'une vie, en tout cas je parle pour moi-même, hein, j'ai fait le deuil d'une vie que je ne vivais pas pleinement, mais dans aucun cas je n'ai fait le deuil de mon identité, de qui j'étais. J'ai fait le deuil de mon identité de genre, je n'ai pas fait le deuil de la personne que je suis intrinsèquement, et par là je veux dire que je ne change pas de passion, je ne change pas de personnalité, je vais toujours être peut-être pétillant, je vais être peut-être négatif, je vais être peut-être positif, ça dépend de chaque personne, mais on ne fait pas le deuil de ça. Et en fait ce qui est difficile dans ce terme de deuil au niveau des transitions, c'est que en fait on devient juste la personne qu'on a peut-être un petit peu cachée à tout le monde pendant toutes ces années. Et donc il est difficile d'entendre le mot deuil, surtout de la part de personnes très proches, parce qu'on a l'impression qu'elles ne comprennent pas
que c'est la renaissance du phénix qui arrive et que ce n'est pas un deuil. On a envie de leur dire, tu es en train de me dire que tu fais le deuil en fait de la personne que tu as toujours connue et que tu ne veux pas quelque part voir cette renaissance ou voir cette naissance, mais qui se rattache à tout ce que tu connais. Et donc c'est aussi, ça peut être très douloureux parce qu'on se dit en fait en tant que personne transgenre, quand on entend je dois faire le deuil de mon fils, je dois faire le deuil de ma fille, on se dit mais en fait t'as rien compris, en fait tu ne connais pas. Parce que là t'es en train de me dire que tu fais le deuil de ce que tu aimes à propos de moi, alors que c'est juste l'identité de genre qui change, c'est juste fille à garçon, Ouais, c'est ça. non-binaire, peu importe. Mais c'est d'où l'ambivalence un peu de ce terme-là, et c'est ce dont je voulais parler en fait, parce que je pense que chaque personne transgenre a eu affaire à ce terme-là, et même pour moi-même, bien que j'ai eu du support de tous les côtés, j'en ai été très chanceux. C'est un terme que j'ai dû entendre, que j'ai dû subir, je vais mettre ce terme-là, et qui a été très très désagréable. Donc voilà, c'est un petit peu les bases que je voulais poser avant. Mais carrément. En fait, tu changes de genre, tu changes pas d'identité, quoi. Tu restes la même personne dans le fond, c'est juste l'une des étiquettes qu'on t'a données à la naissance et qui ne vibrait pas du tout pour toi, dont tu te défais et dont tu fais le deuil. Et je dis souvent, le deuil est une renaissance. Et donc, du coup, tu m'as ôté les mots de la bouche parce que c'est comme ça réellement que je le vois. Et tu vas me dire si ça résonne de cette manière-là, mais c'est comme si il y a un livre, il faudrait vraiment que j'arrive à donner le titre parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle dans ce podcast. Ma deuxième vie commence le jour où je me rends compte que j'en ai qu'une. Il y a un titre un petit peu comme ça d'un bouquin, et c'est de se dire, en fait, c'est comme si t'enlevais un masque peut-être de quelque chose qui était pas réellement toi, pas authentique, pour offrir la réelle personne que tu es, avec son identité et le genre qui convient. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Est-ce que ça vibre et ça résonne en toi? C'est très juste et c'est vraiment une renaissance dans le sens où à partir du moment où on passe le cap, qui est certes très difficile à passer, plus pour certains que d'autres, on a vraiment, enfin en tout cas pour moi j'ai vraiment eu l'impression de sortir enfin de mon cocon et de ce cocon qui est, enfin c'est un plafond de verre qui est incassable en fait. C'est une prison dans laquelle on est gardé, et dans laquelle la société nous garde et dans laquelle on se garde par protection. Mais c'est vraiment ça. C'est une renaissance. Alors après on y met le terme qu'on veut, cocon, phénix, tout ce que vous voulez. Il faut comprendre que c'est quelque chose de beau, d'être témoin de ça, c'est quelque chose de beau et d'important, et c'est aussi quelque chose c'est hyper important pour la personne qui le vit, et je pense qu'il est hyper important pour cette personne d'être accompagnée par ses proches, que les proches le voient comme un deuil ou pas, et d'une façon négative ou pas. Ouais, il y a besoin de déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose. Comme tu l'as dit, c'est plus ou moins simple selon les personnes, cette déconstruction, ce passage à l'action. C'est pas le tout de le penser et de le dire, c'est qu'à un moment, il y a un changement à faire. On parle bien de changement de genre, donc il y a bien quelque chose à actionner. Comment t'as actionné, toi, ce changement, et qu'est-ce qui a été plus ou moins simple ou peut-être plus ou moins difficile, que ce soit peut-être toi personnellement ou s'il y a d'autres personnes ou dans cette communauté des témoignages que tu peux voir et ce qui en ressort. Justement, tu parlais aussi du mot deuil de la part des proches. Voilà, est-ce que ça fait partie de quelque chose qui est, de ce que tu sembles avoir dit, plutôt difficile à vivre et qui vient plutôt tirer vers le bas plutôt que tirer vers le haut? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager là-dessus? Alors écoute, la réponse va être un peu longue, mais je vais essayer. Vas-y, j'ai tout mon temps. J'essaie quand même de faire court et simple. Moi, c'est quelque chose qui me taraudait depuis hyper longtemps. Je pense que c'est le cas de quasiment toutes les personnes transgenres. Bravo à celles et ceux, je sais pas comment faire le langage inclusif à l'oral, mais j'espère que tout le monde m'a compris, qui arrivent à le faire tôt et à ne pas vivre une vie qui ne leur convient pas pendant des années. Moi, c'est quelque chose qui a été déclenché par ma partenaire, qui avait bien compris que au niveau de l'identité de genre, il y avait quelque chose qui collait pas. Donc ça a été quelque chose en fait de très encourageant, parce que dans ma sphère privée la plus proche, j'étais compris et soutenu en fait par la personne avec laquelle je vivais, et je pense que ça peut être un obstacle
pour les gens qui entament une transition alors qu'ils sont en couple, de se dire mon ou ma partenaire va peut-être me quitter, et je veux appuyer sur le fait que ce serait légitime. Je veux dire, on a tous nos préférences sexuelles, ou enfin voilà, je pourrais pas blâmer quelqu'un qui quitte quelqu'un qui entame une transition, parce qu'on peut, c'est quelque chose aussi de très personnel, et on peut pas prétendre à Bien sûr. forcer quelqu'un à rester avec nous. Bref, moi au niveau de mon entourage, je le répète, j'ai été très chanceux, parce que même si au début, à l'annonce initiale, la compréhension a pu être un petit peu compliquée pour certaines personnes. Le mot d'ordre a été c'est ton chemin, tu fais ce que tu veux, on sera là pour te soutenir, même si là à l'instant T on comprend peut-être pas forcément, et ça nous tombe un peu sur la tronche comme un parpaing, mais on t'aime. Et bon, j'ai commencé ma transition, j'avais presque 30 ans, l'idée était quand même assez réfléchie, il y avait un petit peu ce concept de tu sais ce que tu fais, donc on te fait confiance. Ça a été compliqué. Si je rejoins l'idée du deuil, je vais pas nommer la personne par respect pour cette personne, mais cette personne a eu en fait beaucoup du mal avec l'idée de passer de fille à garçon, donc ce qui a été mon cas. Et en fait, je pense que c'était surtout à un niveau relationnel, parce que c'est quelqu'un qui m'est très proche. Et cette personne m'a dit, effectivement, je vais devoir faire le deuil de tout ce que j'ai connu avant. Et ça a été hyper blessant, en fait, parce que en fait, dans ces moments-là, tout ce dont on a besoin, c'est d'une preuve d'amour ou de soutien. Et on n'a pas forcément ni envie ni la capacité émotionnelle d'entendre les questionnements et ou les premières idées qui fusent dans la tête de la personne à qui on en parle. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ça par écrit, d'ailleurs. J'ai fait mon coming out par écrit, parce que je me sentais absolument pas capable de le faire par voie orale, et encore moins de par le fait que j'habite loin. En fait, je pouvais pas avoir les personnes, mes interlocuteurs tristes en face à face, donc un peu compliqué de le faire par vidéo ou par texto. Je trouvais ça un peu impersonnel, donc j'ai écrit des lettres aux gens que j'aimais vraiment, et pour qui de qui le soutien comptait. Mais pour Moi, revenir j'aime sur le... bien dire, les paroles s'envolent, les écrits restent. Les personnes ont l'occasion d'y revenir aussi. Et à l'écrit, les mots sont choisis. Tu as la possibilité de te relire. Il y a un côté, j'ai envie de dire, qui est peut-être un petit peu plus réfléchi, qui est plus sensé, qui a plus de poids, voilà, plus de poids, plus d'importance, plus de sens. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Ouais, ça a plus de poids, et puis comme tu dis, je pense que ça peut aider vraiment, hein, comme les gens qui m'ont dit, ça nous est tombé sur la tête, de pouvoir Ouais. relire, À l'acceptation, à la compréhension, carrément. pouvoir se dire, enfin, quel que soit, quel que soit le siècle, tu vois, mais je sais pas, aujourd'hui, quel que soit le sujet, je trouve qu'écrire une lettre, tu vois, de verser tout ce que tu as dans l'âme sur un bout de papier, c'est hyper symbolique. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire, parce que c'était aussi, je pense, un signe de respect pour moi envers les gens, à qui j'annonçais cette nouvelle. J'avais pas envie de le dire entre deux portes, je voulais vraiment expliquer, tu vois, le cheminement, le pourquoi du comment, et surtout l'urgence de vivre. Et donc cette urgence de vivre, pour moi, fait écho au deuil. C'est parce que en fait, t'as tellement envie de vivre, et tu t'es tellement heureux en fait de ta nouvelle vie. Alors peut-être pas au début, parce que les débuts sont quand même très très compliqués, très chaotiques. On n'a peut-être pas toutes les réponses, non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre entourage. C'est quand on entend, et moi c'est pas quelque chose que j'ai entendu, mais quelqu'un qui pourrait entendre ma fille, mon fils est morte, c'est terrible en fait, et c'est quelque chose. J'ai d'ordre de donner à donner à personne, mais s'il vous plaît, ne dites pas ça. Est-ce que tu aurais peut-être justement un conseil qui t'est propre, encore une fois, on est d'accord, ça n'engage que toi et ton expérience, ça a le droit de ne pas résonner chez les personnes qui nous écoutent, mais peut-être alors je dirais aux deux, à l'un et ou à l'autre, soit aux proches, de qu'est-ce qu'on peut dire dans ce moment-là, sans employer ces mots-là, ou peut-être si on les emploie malgré nous, parce que parfois, voilà, ça sort tout seul, comment on peut peut-être les exprimer différemment, et ou peut-être à la personne qui elle-même fait son changement de genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait permettre de faciliter peut-être
la compréhension, l'acceptation, la prise de conscience, la discussion, en fait, peut-être tout simplement, parce que parfois, il y a peut-être malheureusement pas d'acceptation de la part de tout le monde non plus. Alors, malheureusement, j'aurais pas forcément de conseils à donner à part des choses qui vont de soi aux gens qui ont un entourage qui est vraiment qui est vraiment contre ça et qui peut même en devenir agressif et où tu vois, enfin, je parle des cas où il y a des jeunes qui se font virer de chez eux, de la violence intrafamiliale. Il faut en parler parce qu'aujourd'hui, ben, les jeunes transgenres sont ceux qui sont le plus sujets aux problèmes de santé mentale et de suicide. Donc, d'où l'importance, je pense, d'avoir un cocon protecteur, qu'il soit familial, amical ou autre. Je pense que je vais le redire, tout ce dont la personne a besoin, c'est beaucoup d'amour. De mon côté, c'est ce que j'ai eu et j'en suis très heureux. Par contre, j'ai dû prendre sur moi au début parce que il faut répondre à des questions. Il faut expliquer certains concepts qui, pour nous, qui baignons dans la culture LGBT, qui sont hyper simples à comprendre, qui ne le sont pas forcément pour des gens pour qui l'identité de genre, le sexe assigné à la naissance, l'identité sexuelle, l'identité de genre, le côté binaire, non binaire, cisgenre, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, et donc il faut être prêt en fait à déconstruire un petit peu tous ces, enfin déconstruire, on peut dire déconstruire, mais expliquer un petit peu tous ces concepts, et c'est là où il faut être patient, je pense, en tant que personne qui fait une transition, je pense qu'à partir du moment où on voit, ok, il y a de l'amour, il y a une envie de comprendre, mais qu'elle n'est pas parfaite, je pense que c'est là, en tant que personne trans, on se dit, oui, ok, je vais prendre sur moi, ils sont trop mignons, je vais faire des efforts. Ouais, je vois. Après, en tant que personne, tu vois, que ce soit les parents, les frères et sœurs, les amis, je pense que ce que je peux conseiller, c'est que dès le début, il faut crever l'abcès. Il faut dire, je suis désolé, il y a des erreurs qui vont être faites. Ça fait 25 ans que je t'appelle Josette, je vais devoir t'appeler André. Ah, mais merci de le dire. Merci, c'est important, je pense, de le dire. Ouais, et il faut crever l'abcès en fait, il faut le dire parce que l'erreur est humaine, on n'est pas parfait. Ouais, c'est faute avouée à moitié pardonnée. Et en fait, parfois, il y a des choses qui, comme tu dis, qui sont ancrées depuis des années. Je vais forcément faire une boulette ou une gaffe, mais voilà, m'en veux pas, c'est pas malveillant. Enfin, c'est cet aspect-là, j'imagine, que tu dis derrière en disant, il va falloir que je me réadapte, ça va peut-être prendre, peut-être 1 heure, un jour, une semaine, peut-être un an, mais m'en veux pas, reprends-moi, par contre. Et j'ai le sentiment que derrière tout ce que tu dis, en fait, l'outil principal, c'est réellement la communication, c'est d'échanger à cœur ouvert, dans l'amour, dans la compassion, avec de la patience, avec de la tolérance, parce que clairement, je pense que ça en fait partie aussi. Hein. C'est vraiment la clé en fait. Et ce serait limite de dire dans une image, tu sais, un petit peu archaïque, en mode c'est bizarre, je comprends pas, mais j'aime tellement cette personne que faisons fi de tous ces carcans et faisons des efforts pour se comprendre. Je sais plus du tout où j'avais entendu ça. Un parent d'une enfant trans qui disait j'ai l'impression d'avoir une petite alien à la maison, je sais pas trop quoi faire avec, mais je vais lui montrer que je l'aime, ce sera peut-être maladroit, mais au moins je vais essayer. Et donc voilà, C'est chaud. ouais, c'est super mignon, mais d'où crever l'abcès. Et puis tu vois, même moi au début, je me suis mégenré au début. Ça m'a pris énormément de temps d'arrêter de mettre des E à la fin de mes mots quand j'envoyais des messages par texto. Donc l'erreur est humaine, ça arrivera à tout le monde. Mais juste soyez, quel que soit le sens, soyez indulgents les uns envers les autres. Et si vous sentez qu'il y a des moments dans les conversations, dans les explications où l'incompréhension arrive, les esprits commencent à s'échauffer, arrêtez. Chacun dans son camp, ne laissez pas ces situations s'envenimer. Et peut-être, oui, il y a des situations comme ça qui me sont arrivées et à certaines personnes où j'ai dit je suis désolé, mais ce n'est pas à moi de répondre à ces questions. Par exemple, quand on est une personne trans, on peut très souvent avoir les questions sur les chirurgies, le procédé médical, etc. C'est des choses que j'ai expliquées, par exemple, bien sûr, à ma partenaire, à mes parents, parce que ce sont des personnes qui sont très proches, des gens que je vois pas souvent et qui vont être curieux par rapport à ce que j'ai dans le caleçon. Je leur dis, écoute. Oui, après, il y a un respect de l'intimité de la personne aussi, quoi. Voilà.
Absolument. Et de l'intimité, et puis aussi, comme tu le disais, des choses dont on peut ne pas avoir forcément envie de parler à un instant T avec telle ou telle personne. C'est très perso parce qu'une transition, c'est qui on aime, et c'est aussi une procédure qui, qu'elle soit médicale ou non, se rattache à l'intégrité sexuelle de quelqu'un. Et je pense que c'est très important à prendre en compte parce que c'est un sujet qui relève quand même de la sphère privée. Donc, soyons aussi respectueux, je pense, de tout un chacun en engageant dans ces conversations. Clairement, bon, je vais poser ma question. Elle est clairement stéréotypée et je pense qu'on sentira dans ma voix qu'il y a le sourire et toi, tu le vois. Est-ce que changer de genre règle tous les problèmes? Absolument pas. Et c'est bien là. Disclaimer, arrête, c'est pas vrai. Oui, il faut toujours un petit peu d'humour sur un podcast, surtout sur un podcast traite de sujets pas faciles. Ouais, non, ben on peut faire de l'humour là-dessus parce que c'est vrai que, et je pense que ça fera écho d'ailleurs. Alors, j'explique ça dès le début, je ne considère pas la transidentité comme une maladie. Juste ce qui se passe avec ça, parce qu'on est pris en charge médicalement, bien sûr, pour un traitement hormonal et ou des opérations esthétiques ou autres pour les personnes qui en ont besoin. Donc ça se rattache à des maladies et qui font écho, par exemple, à... Là, ça retombe un peu dans le sérieux, mais des gens à qui je parlais et qui sont en rémission de cancer et qui disent un peu la même chose, c'est on est hyper bien pris en charge médicalement, et en tout cas au niveau des personnes trans, pour moi au Québec, ça a été le cas. Mais dès que c'est fait, ben t'es soigné un peu, tu vois, c'est bon, c'est fait, on t'a donné tes hormones, on a mis un petit coup de bistouri, et bah, va voir le monde, et puis débrouille-toi, et vis et sois heureux. Donc, ok, tu vois, merci de m'avoir accompagné, et c'est génial, genre, vraiment, il n'y a pas de... Ouais. Il y a rien à dire, mais c'est vrai qu'on se retrouve très vite démunis, en fait, à se dire, bon, bah maintenant j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Ouais, le manque de suivi après coup, c'est ça? De suivi après coup, et je pense aussi et surtout la prévention. Euh, alors, est-ce que ce serait au niveau médical, au niveau psychologique, je sais pas, mais de dire, écoute, chérie, c'est pas parce que tu vas avoir une moustache que t'auras plus d'anxiété. C'est pas parce que t'auras des poils aux jambes que tu vas arrêter d'être stressé avant de prendre la parole en public. C'est des trucs un peu triviaux, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé, et j'ai été en fait pendant très peu de temps dans un état euphorique parce que ben voilà, c'est la délivrance, on est content, que les choses se passent comme on veut qu'elles se passent. Ouais, l'urgence de vivre, comme tu disais. Absolument, t'étais un peu comme un bébé dinosaure, tu veux tout faire, t'as plein de choses à découvrir, donc voilà, renaissance du phénix, tu peux enfin t'adonner à tes vraies passions ou aux choses que tu t'es empêché de faire pendant longtemps, etc. Mais effectivement, ça ne change pas, ben, je sais pas, tes traumas familiaux, tes problèmes de dépression, tes troubles alimentaires, j'en sais rien, voilà, on a tous nos petites choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle absolument pas, on pense que, waouh, cette personne... Ouais, une fois que c'est fait, c'était sur la to-do list, c'est bon, on n'en parle plus, on passe à autre chose, quoi. Ouais. Alors après, quelle serait la solution à part effectivement une prise en charge psychologique Ça semble sur le importante. terme? Parce que même si on va bien, je pense qu'il est important de parler de sa réalité, et de ses challenges ou de ces choses qui rendent heureux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être difficile et qu'on se sent vite très seul en tant que personne trans parce que, ben, comme, et j'y reviens malheureusement, mais comme certaines personnes malades, on n'a personne avec qui parler de ce qu'on a traversé. On n'a pas forcément quelqu'un à portée de main qui va partager les mêmes challenges que nous on traverse. On n'a pas forcément un ami qui comprend ce que c'est que, en tant qu'homme trans, ben, devoir attendre que la seule toilette dans la toilette des hommes soit libérée pour pouvoir aller aux toilettes. Tu vois, enfin, c'est que des petites choses comme ça. Et c'est hyper dur, en fait, de traverser ça seul. Et de dire Ouais, c'est des choses qu'il faut vivre pour s'en rendre compte, en fait. absolument. Et je ne blâme absolument pas les gens cisgenres qui n'ont pas ces problèmes. Mais ces gens-là, même en faisant tous les efforts du monde, ils peuvent pas comprendre, tu vois. Et je les blâme absolument pas, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, ben merde, je parle à qui est-ce que je suis le seul à me sentir comme ça? Est-ce que je suis le seul à avoir ces problèmes? Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai après, je pense que si on est dans une démarche proactive, il y a énormément de ressources. Il y a énormément d'assauts, il y a énormément de choses comme ça, mais c'est encore une fois, il est difficile de passer ce cap-là après avoir traversé
énormément de choses déjà en ayant fait une transition, parce qu'émotionnellement c'est quand même très très lourd. Donc ouais, c'est ambivalent parce que tu te sens bien dans ton corps, mais tu te sens pas forcément super bien dans ta tête encore. Ouais, comme tu dis, c'est un processus à long terme, mais on sent cette ambivalence, un peu le côté cul entre deux chaises. Est-ce que tu as peut-être d'autres exemples sur ce côté un peu, voilà, j'ai le cul entre deux chaises, entre le genre que j'étais avant et le genre que je suis aujourd'hui, de homme vers femme, de femme vers homme, qu'importe. Mais voilà, ce changement, est-ce que peut-être là maintenant, au bout de 4 ans, est-ce que tu te sens clairement dans ce nouveau genre? Est-ce qu'il y a peut-être encore des choses qui sont sur cet entre-deux? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont fait facilement, en peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été plus longues à se mettre en place, de ce que tu as envie de nous partager, bien entendu? Alors, c'est hyper important comme question parce que pendant toute ma transition et encore récemment, tu vois, je me disais, ben, il faut que. Ouais, c'était le mot en fait. Il faut que tu te sentes comme un homme parce que dans le monde, il y a homme-femme. Mais tu vois, j'ai même plus envie de dire que je suis un homme, j'ai envie de dire que je suis un homme transgenre parce qu'il y a une dimension qui s'ajoute à ça et qui fait que bah oui, tu es du genre masculin et voilà, c'est comme ça que je le vois. J'en parlais avec un ami à moi trans l'autre jour d'ailleurs, qu'il y a des choses auxquelles on ne se fera pas. Je parle encore des toilettes. Les toilettes des hommes, on s'y fera jamais. Tu vois, c'est des petites choses comme ça, mais et c'est effectivement des choses, tu vois, très hyper classiques que tu essayes de t'approprier et très vite, très vite ou pas, tu te rends compte qu'il y a quand même une dimension qui fait que, de par le fait que tu t'identifiais à un autre genre avant, t'as tout cet autre prisme qui fait que tu ne peux pas t'identifier, en tout cas pour ma part, à 2000% aux hommes cisgenres. Ouais, on pourrait dire que tu resteras un homme qui a été une femme ou une femme qui a été un homme. Est-ce que ce serait un peu plus juste, Ouais, même si voilà, ça reste deux petits termes pour définir des centaines et des milliers d'êtres humains, bien entendu, mais c'est dur de blesser personne en ayant ces discussions parce que si c'est le cas, il y a des personnes qui se sentent blessées. Voilà, il y a que l'oral, on n'est que à deux là à échanger avec ce podcast. Il n'y a pas de débat et de discussion avec tout le monde, donc vraiment sachez que cet échange il est en toute bienveillance et il est le plus inclusif possible. Et si vous vous en sentez blessé, enfin voilà, on s'en excuse parce que c'est pas le but. Au contraire, c'est tout l'inverse, c'est de pouvoir délier la parole aussi sur ces sujets-là. ouais, non, depuis tout à l'heure, je suis déjà en train de me dire, j'ai fait le parallèle avec le cancer, il y a rien qui va, donc bref, je m'excuse, c'était juste. Tout va bien, tout va bien. Comme l'a dit Charlène, ça vient d'une bonne volonté. Mais oui, donc en fait, c'est difficile de. Enfin, pour moi, ça n'a pas été un virage à 180. Ah bah, femme, ok, homme. Il y a tellement de codes à se réapproprier, il y a tellement de. Alors, soyons honnêtes, pour les hommes, c'est assez simple. Hein. Après, je pense qu'on pourrait faire un autre podcast et ou écrire un livre, comme tu le dis, sur la différence de la façon dont le monde te perçoit quand tu t'identifies comme une femme ou comme un homme. C'est un autre débat, mais effectivement, il est assez difficile de t'approprier un nouveau genre et ses codes. Et il y a des fois où on te le rappelle assez vite par des regards, par tu vas faire quelque chose, puis il y a un gars qui va te regarder d'une façon, l'air de dire, mais attends, comment il parle lui, qu'est-ce qu'il fait, et genre c'est. Donc il y a des fois où tu te dis oh merde je suis cramé, tu vois, parce que ton but aussi en tant que personne trans c'est que les gens voient le genre auquel tu t'identifies sans se poser de questions. Donc c'est vrai qu'il y a des fois dans les débuts où tu te dis oh, c'est bon, j'ai que 3 poils de barbe, on va peut-être penser que, ou j'ai la voix encore un peu fluette, donc c'est bizarre, des choses comme ça. Donc il y a tout ce cheminement en fait de cette appropriation et de passer aussi dans l'espace public. Et puis après, l'ambivalence du cul entre deux chaises, si je peux me permettre, ça va aussi en tout cas pour ma part, sur le fait que avant de faire ma transition, je vivais une vie qui n'était pas forcément la mienne et qui représentait pas forcément qui j'étais. Et ce qui est difficile après la transition, c'est se dire qui je suis sans ce personnage. Donc, personnage venant je crois du latin ou grec persona qui veut dire masque. C'est vraiment un masque qu'on porte toute sa vie. Et c'est pour ça qu'on est hyper content quand on fait une transition. C'est parce qu'on peut enfin être soi-même. Mais effectivement, qui est-on sans ce masque? Moi, j'étais quelqu'un qui pensait que faire la fête, c'est cool, fumer, boire, machin.
un peu cette image bad boy. En fait, je ne suis pas du tout cette personne. Et après ma transition, je n'ai plus en fait ressenti le besoin de porter ce masque, mais je ne savais plus forcément qui j'étais et ce que j'aimais ou avec qui je voulais passer du temps. Énormément de questions, donc c'est vrai que c'est très c'est un chemin qui est très long et pendant lequel on va se poser énormément de questions. Mais là j'enlève un petit peu le volet proche sur cette question parce que ça c'est vraiment un cheminement très perso. C'est quelque chose Ouais. avec lequel personne ne peut nous aider, ou alors d'autres personnes trans qui ont un peu le même cheminement et qui peuvent donner des anecdotes ou des conseils, mais c'est vrai que ça c'est très perso et je pense que là encore la communication c'est la clé. S'il y a quelque chose qui va pas, essayer d'en parler même si les gens ne comprennent pas et même si c'est quelque chose de très perso, de dire ben merde, je vais à la salle de sport mais ben, je me sens super mal à l'aise dans le vestiaire des garçons, qu'est-ce que je fais? Juste de le vocaliser et de voir si ça peut aider. C'est hyper important en fait. Il faut ce que je peux conseiller à quelqu'un qui a fait sa transition, qui ne l'a pas fait encore, c'est de parler ou écrire s'il y a personne à qui parler, mais juste sortir ces choses-là et déjà essayer d'optimiser quelques trucs, même si la transition n'est pas encore là. Mais c'est vrai que c'est un chemin qui est très long et ça peut être difficile. Donc soyez indulgents avec vous-même et parlez-en si vous avez la possibilité. L'indulgence et la bienveillance envers soi, de laisser aussi le temps faire les choses. Voilà, tout ne se fait pas en un jour. On n'appelle pas monsieur ou madame selon le changement dans quel sens ça se fait du jour au lendemain. J'imagine que, enfin, je sais pas, j'imagine bien que dans la rue, comme tu dis, bah, j'ai 3 poils de trois poils de barbe ou de moustache, bah il y a dû y avoir des bugs ou des ratés dans la rue, peut-être de personnes inconnues ou dans l'administration. Enfin, on pourrait peut-être même parler des changements de nom, ça doit peut-être aussi en faire partie. C'est peut-être encore un autre sujet. On va faire un épisode 2. Avec plaisir. Mais je pense que voilà, c'est important cette notion du temps, de sensibilisation, d'en parler, comme tu as dit. Je pense qu'il y a peut-être aussi tout un rôle d'information de la part de certaines assos ou de la part d'autres témoignages. Enfin, en tout cas, quand on disait cet épisode, peut-être qu'il voilà, il sera pas parfait dans tous les cas, rien n'est parfait, mais en tout cas, il a pour but d'informer. Euh, D'éduquer avec des grands guillemets, des grandes parenthèses, c'est pas éduquer dans le sens de l'éducation, mais plus voilà, partager, vulgariser, partager une expérience. Et le fait d'en parler, ben ça permet aussi de changer les choses, ça permet de changer les mentalités, ça permet d'aller, en tout cas, j'espère, vers plus d'acceptation et vers plus aussi d'inclusivité. Et il y avait, et je sais qu'on l'avait abordé ça en off, la question un peu de la légitimité des émotions. Tu l'as un tout petit peu abordé tout à l'heure où on disait bon bah ça y est, c'est bon, le changement de genre il a été fait, je peux cocher ça sur ma to-do list, c'est bon, ok, check, on n'en parle plus. Bon, disclaimer, comme tu l'as dit, ça se passe pas comme ça. Ça fait un peu partie aussi de ce cul entre deux chaises où on pourrait dire bah voilà, en gros la personne elle a fait son changement, bon bah c'est bon, tu vas mieux, et tu l'as un petit peu abordé en sous-jacent depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as envie d'approfondir un petit peu ce point-là? Alors, est-ce que je serais capable d'approfondir? Je suis pas sûr, mais c'est vrai que, en fait, c'est un chemin en fait qui peut être douloureux pour soi et pour soi-même, et pour ses proches, peut-être pour la famille, tu vois, les proches immédiats comme ça. Et je commence par là en fait parce que cet entourage proche et encore plus ceux qui ne sont pas au fait, tu vois, des réalités LGBT ou quoi que ce soit, vont penser que bon bah c'est bon, t'as fait ton changement comme disent les boomers, tu vois, t'as fait ton truc, euh, maintenant c'est bon, ça va mieux, il y a plus de problème, en gros tu vas arrêter de nous faire chier avec tes trucs puis c'est bon quoi, ça va mieux. Sois content, souris à Et la vie, quoi. ouais, c'est ça en fait. Et ce qui est légitime d'un côté, mais de quoi va découler aussi un sentiment de honte, dans le sens où tu te dis j'ai pas le droit d'aller mal. J'ai pas le droit d'aller mal parce que si tu penses à tes proches, tu leur dis je leur ai déjà fait traverser un truc de zinzin, donc ils sont déjà bien sympas d'être là et tu vois, je suis chanceux d'avoir cette famille, donc je vais pas leur en parler pour pas leur faire de peine, ou on a assez parlé de moi, quoi que ce soit, tu vois, tu te dis un peu ces choses-là. Et, et sentiment de honte aussi par rapport
Et ça, c'est important, je pense, d'en parler par rapport à ceux dans la communauté qui n'ont pas aussi forcément eu l'opportunité d'avoir fait une transition qui se passe bien. Donc tu te dis ta gueule, parce que il y en a qui sont au 36e dessous, donc ta dépression, tu la prends, puis tu fais ta vie avec. Et c'est... En fait, je saurais pas trop comment approfondir, mais c'est... La sensibilité du sujet, pour moi, vient du fait que comment expliquer qu'on va mal, même si on est bien dans sa peau, quelque part, ou dans sa nouvelle peau, si je peux me permettre, parce que je pense que inconsciemment, on pense tous que ça règle tous les problèmes, parce que c'est quelque chose de tellement important et de tellement prenant dans sa vie. Mais c'est comme si je te disais demain, c'est comme si je te disais, bon, bah, Charlène, elle a des gros problèmes de stress, demain on va lui acheter des baskets, elle aura plus de problèmes de stress. Bah non, Charlène, elle va se trouver super stylée dans ses baskets, mais elle sera quand même super stressée. Mais tu sais quoi, C'est un je peu vais reprendre ton parallèle par rapport au cancer parce que c'est réellement des choses qu'on entend où en fait, une fois que la personne elle est en rémission, que sur le papier, bah tout va mieux. Ah bah tu devrais être content ou contente, ça y est, c'est bon, t'es remis. Ok, il y aura encore quelques examens, mais enfin sois contente, t'es vivante, t'es là, c'est bon, c'est bien. Ouais, mais d'un coup il y a parfois plus personne qui est là aussi à ce moment-là. Et les personnes, bon, je fais un petit raccourci parce que c'est pas notre sujet, mais peut-être que ça va te parler. Les personnes, notamment dans le cancer, qui sont en rémission, disent l'après est bien plus difficile que le pendant parce qu'il y a moins de monde et que justement on se sent moins légitime. Quand on a un diagnostic de cancer, bah oui c'est légitime qu'on n'aille pas bien, les proches comprennent, etc. Mais une fois qu'on est remis, bah comme tu dis, bah c'est bon, sois content, sois heureux. Arrête de nous enquiquiner, en fait, ça va mieux, donc c'est bon, passe à autre chose. Mais il y a toute une réadaptation, une renaissance, une reconstruction qui, elle, ne se fait pas en un claquement de doigts. Et je pense que ce petit parallèle, pour reprendre justement ce parallèle du cancer, je sais pas s'il fait écho ou pas en toi. absolument, absolument, et c'est des choses que j'ai aussi entendues dans ma sphère perso, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, peut-être un peu maladroit, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est un peu une traversée du désert en fait, Ouais. parce que en fait tous les jours aussi on t'assaille un petit peu de bonheur en mode alors t'as fait ta transition, c'est trop cool, ça se passe comment machin, et en fait même dans la parole de tes ou la curiosité de tes interlocuteurs, tu ne sens pas d'intérêt ou de place pour pour ton Mmh. bonheur, en fait. Et personnellement, les rares fois où j'ai pu vocaliser ces choses-là, euh, alors bon, les réactions n'ont pas été extrêmes, mais c'était un peu en mode ah bon, mais moi je pensais que ça allait mieux parce que ben oui, Ouais. non, parce que ben ça règle pas tout quoi. Je pense que Oui, c'est le fameux ça va qu'on demande aux gens et auquel on n'a pas trop d'autres réponses que dire ouais, ouais, ça va. Ça va pas du tout au fond, mais bah en fait, j'ai qu'une seule réponse à te donner, c'est oui, sans que tu sois content et qu'on passe à autre chose, quoi. c'est ça. Et puis moi j'ai rencontré ce sentiment aussi au niveau du cadre familial. En fait, au bout d'un moment, tu te sens pas légitime aussi parce que quand tu fais une transition, ça prend tellement de place et de temps que tu te dis, tu te flagelles un peu, tu te dis, mais en fait, on a assez parlé de moi, quoi. T'as l'impression de prendre toute la place et c'est aussi quelque chose qui peut vite devenir désagréable, en fait, parce que t'as l'impression de complètement occuper tous les canaux de communication et ça peut aussi être malaisant de l'autre côté du prisme d'être le seul sujet de conversation de toujours, alors je passe un peu du coq à l'âne, mais de toujours se faire remettre dans la tronche sa transition, tu vois, d'être ramené à ça. Quoi. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai rencontré, et je ne nommerai pas cette personne encore une fois, mais à chaque fois que je voyais cette personne, c'était, on va dire, quelques fois par an, et à chaque fois, c'était, mais tu sais, ta transition, machin, ceci, cela. Moi j'ai pas de problème avec ça, moi j'ai pas de problème avec ci, et puis je trouve que c'est super cool ce que tu as fait, et tu dis au bout d'un moment, mon identité de genre n'est pas qui je suis, donc passons à autre chose aussi, tu vois, et je pense que c'est aussi par là que passe le bien-être mental et émotionnel et le fait qu'on passe à autre chose,
ou que tu puisses aller chercher de l'aide, c'est qu'on arrête de te ramener à ça. Et encore une fois, peut-être le parallèle avec les gens qui sont en rémission de cancer, qu'on arrête de te dire putain, c'est bon maintenant, t'es soigné, c'est quoi ta vie, comment ça va arrêtez de me dire que je suis soigné, juste, tu vois, parlez-moi normalement. Oui, ce n'est qu'une part de moi, mais ça ne me définit pas, en fait. Absolument, et je pense que le bien-être psychologique peut aussi passer par ça. Enfin, moi, je le vois comme ça, d'aborder la vie d'une façon. Alors certes, on est des personnes transgenres et ça fait partie de notre histoire, de notre parcours, de notre identité, mais être toujours ramené à son identité de genre, c'est quelque chose de très réducteur et qui empêche aussi de sortir de cet ouroboros de pensée, là, ce serpent qui se mord la queue, et d'aller chercher des gens comme nous, d'aller chercher de l'aide, d'aller se documenter pour passer à autre chose et combattre ces démons, quels qu'ils soient. Carrément, et ça montre aussi la résilience des personnes qui actionnent plutôt un changement de genre, d'oser, de se faire confiance, de prendre un risque, de prendre des risques même. Je ne veux pas le mettre au singulier, je pense que je peux le mettre clairement au pluriel, de s'autoriser, de s'écouter. Enfin, voilà, c'est pas comme on l'a dit, et je pense que ça aurait été, enfin, je l'espère entendu, c'est un chemin, ça se fait pas en une fois. Que le changement de genre, c'est pas la destination, c'est qu'une étape sur tout ce chemin avec plein d'autres étapes et plein d'autres choses qui s'y passent, dont voilà, ce n'était aujourd'hui qu'un témoignage et c'était pas exhaustif, mais en tout cas, j'espère que ça aura pu en donner un avant-goût, ou en tout cas un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que tu as envie de nous parler peut-être un petit peu de ce côté résilience? J'ai fait des trucs cool dans ma vie, mais je pense que c'est le truc le plus cool que j'ai fait parce que c'est tellement courageux. Et je me jette un peu des fleurs pour ça, et je jette toutes les fleurs du monde aux gens qui ont réussi à faire leur coming out, parce que c'est tu t'ériges comme un comme un mur contre une société, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a 80% de la planète qui haït ce que nous sommes, donc c'est quand même assez compliqué, tu vois, de faire ce coming out et de t'approprier ta nouvelle identité. C'est quelque chose qui comporte énormément de risques, que ce soit au niveau de ton intégrité physique, sexuelle, au niveau de la perte de ton entourage, tout simplement. Mais en fait, tu as tellement une urgence de vivre que tu dis peu importe ce que je perds, parce que je vais tellement gagner. Alors je parle absolument pas de perdre ton intégrité physique ou sexuelle, juste tu vois, un entourage un peu con, ou ce genre de choses. Tu te dis et j'ai pas connu ça, et je pense que ça doit être excessivement compliqué quand on a écho à sa transition qui est hyper négative et ou agressive de la part de proches immédiats, de se dire ok, je préfère penser à moi que d'avoir une relation avec ma mère, par exemple. Je pense que ça prend tout le courage d'un gamin de faire ça. Mais c'est en fait, on se sent tellement mort à l'intérieur que ça en devient une question de survie, en fait. Pour moi, ça a été ça. C'était j'ai jamais été quelqu'un qui a été extrêmement dark, qui a eu des pensées suicidaires, etc. Mais je ne vivais pas ma vie, en fait. Je naviguais dans les eaux de la vie en mode autopilote un peu, puis on fait ce qu'on fait parce qu'il faut le faire, et puis mais je me sentais pas vivre, et je me suis senti tellement vivant après ma transition que tous les conseils que je peux te donner, c'est faites-le. Alors faites-le à votre rythme, faites-le à votre manière. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a vraiment pas de mode d'emploi, parce qu'on est tous différents, on a tous des entourages différents, ou voilà, des vies différentes, mais pensez à vous, pensez à votre vie. La vie, elle est courte, la vie, elle est belle. Je peux le dire maintenant que je suis un petit peu de l'autre côté du mur, et que j'ai pris du recul sur toutes ces années que j'ai passées dans le noir, en fait, parce que c'est ce qui se passait, t'es dans le noir complet, et t'es enfermé, et tu t'enfermes, et il faut laisser sortir l'oiseau, quoi. Il faut vivre, et là, encore une fois, j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais si, peut-être le conseil que je pourrais donner, c'est que c'est tellement courageux que si un de vos proches ou une de vos proches vient vous voir et à ce discours fait cette démarche, ayez le cul un peu de vous dire ok, genre
tellement dur que au moins je vais faire l'effort de l'écouter, d'essayer de le ou la comprendre et voilà quoi. Faites peut-être juste un petit effort par respect pour tout ce que ça prend d'une personne de faire ce coming out en fait. C'est super dur. C'est super dur et Merci de souligner ce courage. ouais, je pense, je le redis, c'est vraiment le truc le plus courageux qu'une personne puisse faire parce que c'est penser à soi à 2000% en fait. On va beau Ouais, voir carrément. tous ces messages passer, faites-vous du bien, pensez à vous, self-care et tout. C'est le mouvement self-care ultime de faire sa transition. Donc, si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Si vous ne pouvez pas, ben, je vous souhaite tout le courage du monde et je vous engage à aller chercher du soutien où qu'il soit. Mais ouais, les conseils que je peux donner, c'est respectez-vous, écoutez-vous et il en ressortira quelque chose de positif, je pense. Carrément, bah merci pour ce message qui donne de l'espoir. Je trouve ce message positif, ce message de courage. On sent aussi, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, que tu as eu ce soutien, en tout cas de ton entourage. Moi, je fais un petit appel s'il y a une ou des personnes qui ont fait un changement de genre mais qui n'ont pas eu ce soutien. Je serais curieuse de pouvoir échanger avec vous justement et peut-être d'avoir un témoignage qui serait peut-être différent, peut-être similaire sur des points et peut-être différent sur d'autres, parce que je pense que c'est un deuil aussi supplémentaire. Enfin, si je prends le cas, alors très stéréotypé, par exemple des parents, de la famille ou de certains amis, ça doit rajouter une difficulté, comme tu l'as dit. Bon, il y a une part d'interprétation de ma part, hein, mais j'imagine sans aucun doute que ça rajoute des difficultés. Et donc, du coup, comment la personne le vit. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans cette brève description, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous pour ou non un épisode de podcast. Et comme tu l'as dit, tu parlais un petit peu, enfin, tu l'as légèrement amorcé le côté ressources. Est-ce qu'il y a des témoignages, enfin, plutôt partage, podcast, livres, associations, des noms que tu as envie de donner là ou que tu pourras peut-être me donner par la suite. Et pareil, petit appel, s'il y a des assos qui ont envie de parler de tout ça au micro, bah, je serais ravie de pouvoir aussi vous accueillir. Est-ce qu'il y a des assos ou des noms ou des personnes, des choses auxquelles tu penses, que tu as envie de partager? Alors, je suis malheureusement arrivé mal préparé pour ce volet. Ah bah bravo. Mais non, j'ai des ressources et j'ai quelques refs que je te donnerai avec plaisir d'ailleurs pour que tu puisses les partager avec le podcast. Une petite note quand même parce que ben, malgré le fait que je sois au Québec, toutes mes démarches juridiques etc. ont dû être faites en France. Et donc j'aurais aimé, moi de mon côté, remercier, je crois que c'est l'association Acceptes. C'est une association française LGBTQIAS2+, si je ne me trompe pas, et qui aide donc, les personnes en besoin de ressources, quelles qu'elles soient. Et j'ai eu l'aide très précieuse d'une juriste qui m'a accompagné par email sans me poser de questions sur toute ma démarche pour obtenir mon changement de genre et de nom sur mes papiers d'identité. Donc sachez qu'il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont prêts et qui sont hyper réactifs pour vous aider, que ce soit juste des petites questions, des démarches légales, juridiques hyper sérieuses. Il y a des choses. Alors je sais que les mentalités en France et un peu partout ailleurs sont en train d'évoluer, mais que c'est peut-être pas encore ça. Mais on a quand même la chance en France de pouvoir être pris en charge, alors sous condition de trouver le bon médecin, mais d'être pris en charge médicalement quand même dans de très bonnes conditions. Il y a des assos, on peut faire des demandes juridiques pour des changements de nom, de genre. Donc voilà, tout le chemin n'est pas fait, mais on a quand même des bonnes solutions à portée de main. Donc même si, bon, juridiquement, le chemin peut être un petit peu long. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas à 6 mois près parce que voilà, j'ai fait ma transition à 28 ans, donc ça apprend la patience, hein. Mais non, sachez qu'il y a des ressources et n'hésitez pas à y faire appel. Juste Google sera votre meilleur pote. Vous écrivez Association Transgenre France, vous allez tomber sur un millier de ressources. Ils ont tous des emails, des numéros de téléphone, des gens qui sont de garde si jamais vous avez des urgences. Donc vraiment, je fais un point d'honneur là-dessus. Communication, contactez ces gens et allez chercher de l'aide si vous en avez besoin, parce qu'elle est là. Bon, comme on a dit tout à l'heure, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, ce que tu me donneras, je le mettrai dans le lien dans la description. Au moins, tout le monde pourra le voir et cliquer dessus
en cas de besoin ou même d'information ou de curiosité, parce que je pense qu'on n'est pas obligé de faire un changement de genre pour s'intéresser à ces sujets-là et que ça passe aussi par ça. C'est important aussi d'accepter de s'intéresser, de peut-être pas être d'accord sur tout, mais en tout cas de s'intéresser. Je pense que c'est important et c'était vraiment l'objectif de cet épisode. Même s'il n'était pas parfait, en tout cas, moi, il m'a plu. J'espère qu'il t'a plu aussi. Et j'espère qu'il aura plu aux auditeurs et aux auditrices. Et je voulais te remercier infiniment de ce partage que tu as pu faire à mes côtés, H. Ouais, non, c'était hyper instructif et je te remercie encore de m'avoir proposé de faire ce podcast et de la confiance que tu m'avais accordée. Alors oui, peut-être encore une fois pas parfait, peut-être un peu brouillon sur certains sujets, mais je réitère ce que Charlène a dit et c'est quelque chose qui serait très intéressant. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des choses à rajouter ou des choses à dire. Je pense que ça peut servir vraiment à tout le monde et à ouvrir les esprits à ce genre de choses. Et puis même si c'est pas votre sujet de prédilection, je pense qu'on peut parler, discuter de tout et c'est ça qui est important. Et je remercie Charlène pour ça à travers ce sujet et tous les sujets qu'elle aborde dans son podcast. Et je dirais pas brouillon, je dirais authentique, sincère. Et c'est ce qu'on aime sur ce podcast. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le tenir. Donc merci à toi. Merci Charlène. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort. Et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.